pourrais être cynique en disant qu'on pourrait voir à quoi ils servent s'ils n'existaient plus. Mais ça ne va pas beaucoup faire avancer ma réponse. Qu'est-ce qu'on veut faire quand on met en place de la prévention spécialisée? Pourquoi, à certains moments, la puissance publique y a cru? Et puis pourquoi aujourd'hui elle y croit moins? Et donc je vais maintenant me risquer elle sert à quoi la prévention spécialisée à mon avis? Elle sert au public, elle sert aux partenaires, elle sert aux commanditaires. Le seul problème, c'est que ce n'est pas convergent. Quand vous répondez à un, vous ne répondez pas forcément aux autres. C'est ça son problème. Donc premièrement, elle répond au public, à des publics qui sont volatiles, qui sont difficiles à atteindre. C'est pour ça qu'on a mis des éducateurs dans la rue, sinon il n'y en aurait pas besoin, quoi. Si c'était des publics qui viennent au guichet, on n'aurait pas besoin de faire de la démarche d'aller vers. On voit que notamment dans les quartiers qui sont le plus en décrochage, notamment certains quartiers politiques de la ville, vous avez beau offrir des prestations tout à fait pertinentes de 9h à 17h, vous ne toucherez pas une grande partie de la population, et notamment la population qui a sans doute davantage besoin de ce type de prestations et d'accompagnement. Et là où je vois un avantage de travailler aussi efficacement avec la prévention spécialisée, c'est qu'elle est en quelque sorte sur ces sujets précurseurs. Ce travail d'aller vers, c'est un travail qui est dans l'ADN de la prévention spécialisée. Elle va évidemment chercher les jeunes ou les moins jeunes dans les quartiers pour établir déjà un contact, ce qui est déjà souvent une étape importante. Et puis je l'ai pu constater moi-même en visitant un centre itinéraire à Lille, aussi aller les voir, mais aussi les faire venir dans la structure, ce qui suppose évidemment un travail préalable. Et ça vraiment, ce travail qui je crois est un des fondements de la démarche professionnelle de la prévention spécialisée, l'État désormais l'intègre aussi, compte tenu des difficultés qu'on rencontre à faire accéder certaines populations à telle ou telle prestation. Et on est aujourd'hui à un moment social, enfin sociétal même, d'une rétractation d'une partie des publics, de rétractation de gens qui n'y croient plus, de jeunes notamment. Donc vous voyez, on parle aujourd'hui de divorce scolaire, on parle aujourd'hui de la perte de confiance dans les institutions républicaines. Donc on a des publics qu'il faut aller chercher, voilà. Et donc là, quelque part, vous avez été précurseur, et il faut aussi qu'on s'inspire de votre savoir-faire. Et ce travail commun, c'est un travail à la fois de fond, je trouve, et de méthode. Donc c'est vrai que la prévention spécialisée, c'est une logique de l'offre, contrairement à ce que croient les éducateurs qui croient qu'ils sont répondre à la demande. Non, ils ne répondent pas à la demande, ils sont dans une logique de l'offre. Parce que quand on ne sait pas ce que les publics veulent, il faut savoir ce qu'on peut faire avec eux, ce qu'on veut leur offrir. Et je crois que les éducateurs savent très bien. Enfin, ils le construisent sur répondre à la demande. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils construisent de l'offre relationnelle, de l'offre de projet. Donc ils sont sans arrêt, en train de recharger la relation avec des choses. C'est de la logique de l'offre. Donc ça, à quoi elle sert? Elle sert à ces gens-là, à mon avis. Elle doit servir à ces gens-là. Je crois qu'elle sait servir à ces gens-là. Deuxièmement, elle sert aux partenaires, enfin ce qu'on appelle les partenaires, donc les autres travailleurs, les autres intervenants sociaux. De ce point de vue-là, je trouve que la prévention spécialisée a pas mal progressé quand même. C'est-à-dire qu'elle a su faire sa révolution culturelle, arrêter de donner des leçons à tout le monde. Les partenaires font des retours quand même extrêmement positifs sur la prévention spécialisée. Pourquoi? Parce que ça leur permet d'atteindre des publics qui n'y arrivent pas. On parlait de la mission locale tout à l'heure avec son président qui est ici. On voit bien qu'avec les missions locales, comment ça joue entre la prévention spécialisée et les missions locales. Alors on travaille beaucoup avec Itinéraire puisqu'ils ont beaucoup de jeunes qui ne viennent pas en mission locale, qui ne connaissent pas la mission locale et qu'on n'arrive pas à capter par une institution classique. Ce n'est pas des jeunes qui spontanément vont aller franchir la porte de la mission locale. Donc pour nous, c'est vrai que c'est un bon partenariat dans le sens où c'est des jeunes qu'on ne pourrait pas capter par nous-mêmes. Et voilà, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes sans ce circuit court avec la mission locale qui ne viendraient pas spontanément si je leur dis va franchir la porte de la mission locale. Ça colle pas avec leurs attentes. Et là, ils sont captifs par Itinéraire. Itinéraire les voit régulièrement. Il faut qu'on prenne le relais pendant ce temps d'accompagnement pour après, nous, on puisse les accompagner aussi avec nos dispositifs mission locale. La prévention a su prendre sa place dans les réseaux partenariaux de manière générale, et je dirais de manière vraiment très nettement majoritaire. Je dirais 90% des fois, ça marche. Alors par exemple les collèges, c'est très net. Voilà un partenariat qui s'est développé, ils y arrivent plus, pour les raisons que je citais auparavant.
ils n'y arrivent plus avec leur public, les publics se rétractent, les familles ne viennent pas, il y a besoin de quelqu'un qui y va. On avait fait les ALS il y a quelques années ici, enfin, c'était exactement sur cette question-là. Et on voit bien sur quoi le partenariat se construit. Ça permet d'avoir une vision d'experts qui sont un petit peu à la confluence de toutes les structures, notamment des structures de droit commun, de l'éducation nationale, de la justice, des centres sociaux, et donc de réussir un maillage qui nous permet de faire un lien entre ces structures, les familles, les jeunes. Et donc ça se place un petit peu à l'intersection de tous les partenaires avec lesquels on travaille. Et donc il s'adapte à la complexité de la situation, à la problématique qu'on a envie de traiter, et il se glisse un peu dans les interstices, dans les trous, dans les failles. Et bon, c'est en ça qu'ils sont indispensables à la fluidité du travail qu'on va être amené à effectuer. On s'est habitué à travailler avec eux. Je crois qu'ils s'habituent à bien travailler avec nous aussi. Donc, ils font partie de notre environnement. Donc il y a une complémentarité entre les éducateurs dits de rue et les autres institutions. La prévention spécialisée, quand elle est là, elle est un élément, elle est un point d'appui. Donc ça, voilà, ça sert aussi à ça. Et puis tertio, donc la commande publique, ça sert à la puissance publique qui la finance aujourd'hui. Donc les conseils départementaux en chef de file, bien sûr. Et ça lui sert à quoi ? Théoriquement, la prévention spécialisée, ça sert à être présent dans les zones blanches, quoi. Ça sert à être présent là où les autres travailleurs sociaux ne vont pas, ou vont mal, ou sont mal acceptés du territoire. Ça sert à ça, théoriquement. Ça sert théoriquement aussi à faire remonter des besoins, et je pense aux questions de radicalisation aussi, où je me rappelle les éducateurs, c'est pas dans le Nord que j'ai mes exemples, c'était sur Lyon, donc c'était années 90, 95, 96, quelque chose comme ça. Et je me souviens, les éducateurs, je ne veux pas dire leur nom, mais leur association s'appelle la SLEA, ils existent encore. Je me souviens ces éducateurs qui venaient témoigner de jeunes qui allaient faire des stages, je ne sais pas où, enfin dans les pays du Moyen-Orient. On ne les croyait pas, moi le premier. On disait, les éducateurs, ils se font enfumer par les jeunes, ils sont quand même carrément naïfs, c'est pas possible. Non, mais je me rappelle très bien, enfin, c'était un discours absolument, on ne les croyait pas. Et je me dis, voilà, faire remonter des besoins, c'est ça. La prévention de la radicalisation et la lutte contre le communautarisme, je voulais signaler vraiment l'implication extrêmement intéressante et innovante, parce que je crois que nous sommes le seul département à le faire, même si d'autres sont en train de nous rejoindre, d'itinéraire s'agissant de la commission de prévention de la radicalisation et de l'appui aux familles, la CEPRAF, où Itinéraire a mis en place des équipes mobiles. Ces équipes mobiles vont voir les jeunes les plus en difficulté, des jeunes dont on pense qu'ils sont sortis d'une approche strictement policière, mais qui sont confrontés à de telles difficultés qu'ils ont besoin encore de moments d'accompagnement. On voit bien que ces jeunes, pour la plupart d'entre eux, il y a des cas plus difficiles, mais acceptent le dialogue grâce au savoir-faire et au professionnalisme des travailleurs sociaux d'Itinéraire. Encore une fois, dont je voulais souligner les grandes qualités humaines et techniques. Eh bien, ces jeunes, grâce à cet accompagnement, eh bien, finalement, au bout de quelques temps, ça varie évidemment selon les personnalités, selon le milieu familial, selon les parcours individuels. Mais là, au bout de quelques mois, pour certains quelques années, eh bien, finalement, sortent nos dispositifs d'appui, nos dispositifs de suivi de la radicalisation. Et c'est pour nous une très grande satisfaction, parce que là, vraiment, ce travail collectif porte ses fruits. Pour que la prévention spécialisée continue à intéresser, c'est qu'il faut qu'elle soit en capacité de faire ça. Parce que si elle n'est pas en capacité d'aller chercher les jeunes sur les terrains, si elle n'est plus capable de s'inscrire dans des réseaux, si elle n'est pas capable de faire remonter des besoins, etc., à mon avis, elle perd très très nettement de sa saveur, de son intérêt. Je ne veux pas dire de sa valeur ajoutée, le mot n'est pas beau, mais c'est ça. Et donc, on voit que théoriquement, elle est faite pour ça, la prévention spécialisée. Et en gros, c'est là que les commandes étaient faites. Ce qui s'est passé du côté des conseils départementaux, quand on regarde, là aussi, je ne parle pas de celui du Nord que je ne connais pas, mais des conseils départementaux de manière générale, qu'est-ce qui s'est passé sur les 10 dernières années ? Ils ont grossi. Il faut percevoir cette évolution-là. C'est-à-dire qu'ils se sont mis à gérer l'APA, à gérer tout un tas de mesures. Donc ils ont changé. Ils se sont évidemment bureaucratisés, etc. Et ils ont du mal donc, à bien piloter une forme d'action
qui est quand même, vous le disiez en introduction, assez réduite en nombre de divisions. Jusqu'à il y a 4-5 ans, en gros, sur France entière, il y avait à peu près 5000 postes de prévention spécialisée. Donc 5000 postes, c'est rien. C'est absolument rien numériquement. Ce qui veut dire que l'importance de la prévention spécialisée, d'une certaine manière, ce n'est pas une importance numérique, ce n'est pas une importance quantitative, c'est une importance qualitative, et j'oserais le mot, c'est une importance politique. Moi, je crois qu'il y a un pilotage, il y a une importance politique de la prévention spécialisée. La prévention spécialisée, ça sert à faire de la politique, et pas forcément de la politique que politicienne, mais de la politique au sens d'intervenir sur la chose publique. Et ça, les conseils départementaux aujourd'hui, notamment l'administration d'un conseil départemental, elle n'est pas directeur d'action sociale ou enfance-famille. Si vous voulez, c'est un peu compliqué, quoi. C'est un peu compliqué pour eux de prendre cette question. Enfin, on voit bien que c'est pas un objet qu'ils se sont appropriés. Ils ne sautent pas de joie en disant chic, on a des éducateurs de prévention. Encore que certains départements, la crise, vous êtes au cœur de la crise. Il y a des départements qui ont d'une certaine manière 4-5 ans, donc, qui ont pris le coup de massue, et le cocotier s'est fait secouer, tout ce qui ne tenait pas est tombé, il y a eu des morts au champ d'honneur, et puis aujourd'hui ça recompose, il y a une commande publique qui se recompose, avec des associations et des acteurs un peu affaiblis, parce qu'ils ont traversé la crise, mais je vois une commande publique qui se reformate, justement, pour aller au-devant des publics, enfin, qui se reformate sur des bases admissibles, quoi, je veux dire, qui correspondent à la mission, qui correspondent au savoir-faire, et qui correspondent aux besoins des publics. Moi, je pense que la prévention spécialisée, c'est une politique sociale locale, qui est ancrée dans le local, qui doit y rester. Je crois que c'est là son lieu d'intelligibilité et c'est là son lieu de négociation avec les heurts et malheurs du local. Mais je pense que c'est là que je vois, moi, son lieu de pertinence, quoi. Donc voilà, j'arrête là. Merci.